J'ouvre tout de suite notre second débat avec cette question en forme de casse-tête. Comment assurer la sécurité des Jeux Olympiques et notamment de la cérémonie d'ouverture? Le projet de loi concocté par Gérald Darmanin empiète-t-il sur nos libertés? Avant d'entendre nos invités, les détails du texte discuté aujourd'hui et demain au Sénat avec Mathias Arez. Dans 18 mois, Paris retrouvera les Jeux Olympiques. Mais 100 ans après la dernière édition dans la capitale française, les défis ont changé. La sécurité est aujourd'hui au cœur des préoccupations. Vidéosurveillance augmentée, intrusion sans billet dans les enceintes sportives. Dans son projet de loi JO 2024, le gouvernement prévoit également la création de nouveaux délits pour le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur l'aire de compétition. Il n'y avait pas jusqu'à présent d'infraction, d'intrusion sur un terrain de foot ou sur un terrain de tennis pour manifester ses convictions. Alors il y en a qui le font pour vraiment porter des idées fortes. Il y en a qui le font aussi simplement par plaisir et par défi, qui perturbent largement l'organisation de ces compétitions sportives, qui sont des compétitions de jeux, qui doivent être festives, ça c'est certain, mais qui sont aussi des grands enjeux économiques et financiers qu'on ne doit pas éluder. Dorénavant, les contrevenants s'exposent à des peines de 6 mois d'emprisonnement et des amendes pouvant aller jusqu'à 7 500 €. Des sanctions en mesure de dissuader qui inquiètent Anne-Sophie Saint-Père, spécialiste des questions de liberté. Ça se place dans une logique générale d'entrave de plus en plus forte au droit de manifester, à la liberté d'expression. Donc tout ça est un climat assez inquiétant. La liberté d'expression et le droit de manifester, ce sont des droits fondamentaux que la France s'est engagée à défendre. Du côté des associations, la nouvelle interpelle, mais n'effraie pas. Ouais, donc là, Alizée, faut savoir qu'elle avait pas mal la trouille quand même, mais elle s'est accrochée quand même. Et oui, ça pourrait être 7 500 €, donc du coup avec le nouveau projet de loi. Mais ça nous fait pas peur. Ce qui nous fait peur, c'est de mourir dans le dérèglement climatique. Pour Nicolas, citoyen engagé chez Dernière Rénovation, le projet de loi cherche à étouffer un message qui dérange. Et ils n'ont pas envie que le focus soit mis sur eux et sur leur inaction. Parce qu'ils ne font rien et au bout d'un moment donné, ça va se savoir, ça va se voir. Les Jeux Olympiques représenteraient un énorme coup de projecteur pour les associations. En 2021, 3 milliards de personnes ont suivi la compétition derrière leur écran. Sécurité et liberté, deux grands piliers d'une démocratie à l'aune de ce défi des Jeux Olympiques. Voilà le thème de notre débat avec Richard Lizuret. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ancien directeur de la Gendarmerie nationale, adjoint au maire de Chartres et membre du Cercle de réflexion Initiative Sécurité Intérieure. Gaëtan Morin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Gaëtan, chef de service au Parisien Magazine. Mathieu Zagrodzki, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, spécialiste des questions de sécurité, et Mathilde Sirot, évidemment, est restée à mes côtés. Peut-être une question assez générale, Général Lizuret, vous êtes général d'armée. Sur ces défis, quand on s'attaque à des Jeux Olympiques, vous avez dirigé la gendarmerie nationale pendant plusieurs années. Le défi sécurité, est-ce que c'est le premier auquel on pense? Alors, d'abord, les Jeux Olympiques, la première chose à laquelle on pense, c'est le sport. Le plaisir d'accueillir le monde. D'accueillir, de permettre aux athlètes de s'exprimer, d'arriver à l'aboutissement d'une carrière parfois. Et pour que justement les choses se déroulent correctement, pour que ces athlètes puissent évoluer en toute sécurité, pour que les spectateurs puissent venir en toute tranquillité, il faut effectivement un écosystème qui leur permette de faire ça de manière tranquille, ne pas être agressé, ne pas être violenté parfois. On a bien vu un certain nombre d'événements récents sportifs qui consistaient en fait à attaquer les spectateurs. Donc je crois que la sécurité, c'est effectivement ce qui permettra à ces Jeux de se dérouler correctement. Cette loi, elle répond à ces impératifs? Elle répond en partie parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Il y a une préparation qui se fait dans la durée, évidemment. Cette loi permet de mettre en place un certain nombre d'éléments techniques, voire d'éléments technologiques qui accroîtront les conditions de sécurité, et cette sécurité, elle est indispensable. Elle est indispensable pour que, justement, l'ensemble du monde puisse voir des jeux tranquilles, des jeux apaisés. Alors, c'est vrai qu'on parlait de liberté, la sécurité et la liberté ne s'opposent pas, en fait.
Il y a quelques années, quelqu'un disait que la sécurité, c'est la première des libertés. On est d'accord. Ça reste le cas. Mais il y a, par exemple, des débats autour des technologies, notamment des outils de surveillance, caméras de surveillance, algorithmes liés à ces caméras de surveillance. On vous proposera un débat, une partie de ce débat, un chapitre vraiment consacré à ça. Et Gaëtane Morat, pour vous, quelles sont les mesures ou la mesure phare de cette loi, celle qui pourrait susciter le plus de débats ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut quand même replacer le contexte. Il y a un gros enjeu sécurité aussi parce qu'aujourd'hui, on a 22 000 à 30 000 agents à retrouver. Que le privé n'est pas capable, n'est pas à même, a déjà prévenu qu'il ne pouvait pas y subvenir. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, sur le projet de loi en tant que tel, il y a plusieurs points qui font débat. Il y a le point technologique. Alors, à la fois avec les caméras augmentées, et autrement dit, la possibilité, grâce à des algorithmes, puisqu'il n'y aura pas en revanche de reconnaissance faciale, ça a été abandonné par le gouvernement, donc la possibilité par des algorithmes de capter un certain nombre de mouvements ou de comportements anormaux. Mais qu'est-ce qu'on met derrière comportements anormaux ? Ça n'est pas si évident. Ensuite, le vrai problème le vrai débat, à mon avis, ce sur quoi va porter le débat de cette loi, c'est quand même la question du temps aussi, puisqu'en fait, certaines mesures devraient prendre effet avant les Jeux, de manière expérimentale, et surtout durer après les Jeux. Donc on se sert aussi de la loi Paris 2024 pour finalement améliorer un dispositif existant qu'on juge défaillant, notamment depuis la finale de la Ligue des Champions, qui a créé pas mal d'incidents avec les supporters. Mathieu Zagorski, alors moi je fais ressortir l'article 12 de cette loi qui vise les activistes, les militants il y aura une intrusion sur la pelouse dans un stade ou des actions violentes. Certains y voient une atteinte aux libertés. Disons en tout cas c'est... Aggravation de la peine. Alors oui, il y a aussi le fait de rendre automatique les interdictions de stade. Et où là on est clairement dans ce qui vient d'être dit à l'instant, des mesures qui vont bien au-delà des Jeux Olympiques. Typiquement, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'interdictions de stade qui vont être prononcées pendant les Jeux Olympiques. Juste pour bien clarifier de ce dont on parle, 1993, création de l'interdiction judiciaire de stade, qui est en fait une peine complémentaire qui peut être prononcée par le juge quand vous commettez des incidents autour d'un événement sportif. Voilà. Les JO ne sont pas des événements qui génèrent beaucoup d'incidents autour ou dans les sites. Donc on est clairement sur quelque chose qui a une visée allant bien au-delà des JO. Et c'est pareil pour ces délits d'intrusion ou le fait de pénétrer frauduleusement dans une enceinte sportive, qui est un peu une réponse à ce qui s'est passé au Stade de France en mai dernier, où des tas de gens en fait se sont engouffrés dans les portes, dans les portiques du Stade de France pour regarder illégalement le match. Là encore, je ne suis pas persuadé que c'est quelque chose qui va être prédominant pendant les Jeux Olympiques. On est sur quelque chose qui dépasse assez largement cette compétition. Le premier défi, peut-être le plus compliqué, Gaëtane Morat, c'est la cérémonie d'ouverture. Ah oui, 26 juillet 2024. L'idée, elle est audacieuse. On a rappelé des bateaux. Le mot est faible, c'est ça. Des bateaux qui vont défiler avec les délégations pays par pays sur la Seine. C'est quoi ? Si on fait un peu de politique, c'est vraiment Emmanuel Macron qui l'a voulu, ça ? C'est quoi la genèse de l'histoire ? La cérémonie d'ouverture, c'est vraiment l'effet clinquant de la candidature de Paris. Il fallait quelque chose d'un peu novateur, qui emporte l'adhésion, qui suscite un peu de souffle. Et cette cérémonie, elle a été pensée comme telle parce que, bien entendu, personne ne l'a jamais faite comme ça, en plein centre-ville, donc là sur la Seine. Le problème, c'est que c'est 6 km de long à sécuriser, qu'à l'heure actuelle, la question, c'est quelle jauge de spectateurs on peut sécuriser. Donc ça, on parle de 400 000, de 600 000, probablement qu'elle sera revue à la baisse, encore davantage encore en deçà de 400 000, parce que ça va être très compliqué à sécuriser. Partie basse sur les quais, partie un peu Exactement, plus haute. il y a la partie VIP par ailleurs, qui celle-là devra payer. Enfin, c'est pas eux qui paieront, c'est les sponsors, mais en gros, voilà, il y a une partie VIP, une partie gratuite. Il y a la question du filtrage. Comment est-ce qu'on va filtrer les gens avant de venir ? Il faudra venir 3-4 heures avant, peut-être même encore plus. Et par ailleurs, je crois qu'à l'heure actuelle, dans le cahier des charges, il est prévu, m'a-t-on dit, que les athlètes défilent assez rapidement sur la scène. Mais c'est pas possible. Donc en vrai, aujourd'hui, le cahier des charges sur la cérémonie d'ouverture, il est à revoir. Alors c'est un classique dans les Jeux Olympiques. On revoit tout le temps son cahier entre la candidature et le. Mais est-ce qu'on va garder le principe initial quand même ? Moi, j'avoue que j'ai été sensible à l'audace. Je vais vous donner la parole à l'un et à l'autre sur cette cérémonie d'ouverture, mais je vous propose d'abord
d'abord de réécouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. C'était lors d'une audition ici au Sénat au mois d'octobre dernier, justement. Alors, on était encore sur une jauge un peu supérieure. On parlait de 600 000, regardez. En tout cas, si je regarde juste la cérémonie d'ouverture stricto sensu, nous sommes à 100 000 en bas, 500 000 spectateurs en haut. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 personnes dans l'hypercentre de Paris, le long de la Seine, avec d'énormes problèmes d'ordre public si jamais les choses se passaient évidemment mal, avec des endroits pas très faciles à sécuriser en tant que tels, des ponts et des passerelles, des quais, pas, pour ceux qui connaissent les quais de Seine, et je pense que tout le monde les connaît ici, voilà, qui parfois sont larges, parfois sont plus étroits, avec évidemment une île, ou deux îles même plutôt en plein milieu, qu'il faut sécuriser, des gens qui habitent, qui vont vouloir rentrer chez eux. Une personne peut faire une crise cardiaque dans ses habitations, comment on y accède Général Lizuret, vous dirigiez la gendarmerie nationale il y a encore quelques années. Alors vous étiez plus en poste, je crois, quand Emmanuel Macron annonce que cette cérémonie d'ouverture aura lieu sur la Seine. Vous vous êtes dit ouf D'abord, j'ai regardé la complexité exceptionnelle de cet événement. Alors certes, c'est un événement clinquant, ça je vous l'accorde. Mais quand on regarde, je pense qu'on ne pourrait pas faire pire en termes de complexité. On a la distance. On a les zones, c'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement les spectateurs le long des quais, mais il y a aussi la zone d'embarquement, la zone de débarquement. Il y a l'eau, il y a sous l'eau. Il faut vérifier un peu ce qu'il y a sous l'eau, ce qu'il n'y a pas. Et il y a l'air, puisqu'il y a en même temps un certain nombre de drones, un certain nombre d'animations. Donc tout ça, en fait, c'est une complexité en 3D qui va vraiment poser difficulté. Et ça pose difficulté aux forces, mais ça pose aussi difficulté en termes de compétences. Parce que, théoriquement, une cérémonie d'ouverture, c'est de la responsabilité du CIO, Comité international olympique, et donc c'est quelque chose qui est sécurisé périmétriquement par le stade. Par le stade. Là, c'est pas le cas, puisqu'en fait, c'est à ciel ouvert. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas d'ailleurs que la cartographie des compétences soit déjà stabilisée et qu'on sache qui fait quoi à quel moment et qui est responsable de quoi. Donc artistiquement, c'est pas raisonnable ? Artistiquement, c'est magnifique. Sur le plan de la sécurité, bon courage encore une fois aux responsables. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas difficilement pu faire plus compliqué. Plus compliqué. Mathieu Zagrodzki, est-ce qu'il y a... Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu de précédent, mais est-ce qu'il y a des événements similaires sur lesquels la France peut s'appuyer pour chercher, je sais pas, un exemple, ou est-ce qu'il faut tout inventer, quoi, d'une certaine façon ? J'improvise. L'un des jubilés de la reine d'Angleterre, il y a une grande parade sur la Tamise, je me souviens. Après, l'énorme enjeu par rapport à cet événement, en plus de tout ce qui a été dit, c'est l'arrivée des secours. C'est qu'en fait, vous ne pourrez pas faire arriver des secours par voie terrestre, par voie routière. Donc tout va reposer sur la brigade fluviale de la préfecture de police, qu'il va falloir gonfler. C'est-à-dire qu'il leur faut des bateaux, il faut former des gens en fait à l'intervention fluviale, qui est un métier complètement à part au sein de la police et de la gendarmerie. C'est ce que disait le ministre de l'Intérieur. Si quelqu'un fait un malaise cardiaque, même pas forcément parmi la foule qui assiste à la cérémonie, dans les appartements, les maisons environnantes, il faut pouvoir accéder, quoi. C'est tout à fait. Moi, j'ai en tête là, ce qui s'est passé le jour où Notre-Dame a brûlé. On sait à quel point les pompiers ont eu été retardés, ont eu du mal à accéder. Donc ça, c'est une dimension supplémentaire à intégrer au défi. Est-ce que je vous pose exactement la même question. Quand vous avez entendu Emmanuel Macron, je crois que c'était pendant les Jeux de Tokyo, il avait profité des Jeux de Tokyo pour annoncer ça. Vous avez dit quoi ? Ouais, chouette, la France est audacieuse, ou alors c'est trop dangereux ? Spontanément, je me suis dit c'est original et ça va être spectaculaire, évidemment. Enfin, je suis par ailleurs fan de sport. Oui, donc, moi aussi, il y a aussi ce côté-là qui prédomine. Et parfois, surtout si l'annonce était pendant les JO de Tokyo, c'était pendant les vacances, donc on va dire que j'avais enlevé ma casquette de spécialiste de ces questions-là. Donc évidemment, la première réaction est celle-ci. Mais ensuite, quand vous discutez avec les professionnels du secteur, justement des gens notamment de la direction de l'ordre public et de la circulation, qui est en fait la direction de la préfecture de police qui gère les grands événements, qui gère tout ce qui est ordre public, c'est sûr qu'il y a des maux de tête qui ont été provoqués à ce moment-là, avec notamment, comme je vous le disais, cette question en fait de la circulation pour les forces de l'ordre en cas d'événement où il faut intervenir. Il y a peut-être, Gaëtan Morin, aussi des conséquences sur l'artistique, c'est-à-dire que il y a des consignes qui sont données à celles et ceux qui vont inventer cette cérémonie d'ouverture pour qu'elle
soit pas visible de trop loin, c'est ça, j'ai lu ça, c'est ça l'idée. Exactement ça. Oui. Thomas Joly, qui est donc le chorégraphe, qui va devoir inventer la cérémonie d'ouverture, a à peu près carte blanche, sauf sur l'enjeu sécuritaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas que la cérémonie soit visible de trop loin pour éviter les attroupements et les effets de masse, en fait. Donc voilà, donc il y a des arbitrages qui seront encore, qui sont encore à donner là-dessus. Et puis alors, il y a un autre enjeu, Mathilde, dont on va parler ensemble, qui est plus politique, autour de la personnalité du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en première ligne. Notamment, on va le réécouter sur la question du recrutement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Gaëtan. On écoute le ministre. Nous avons décidé, et en prévision de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques, de multiplier par plus de 2 l'effort du nombre de personnes, de policiers, de gendarmes que l'on mettra dans les transports. Ça passe par 200 policiers de plus spécifiques de lutte contre les incivilités et l'insécurité dans les transports en commun à Paris. C'est un effort évidemment sans précédent. Et ça passe par, en province, la création de nombreux services spécialisés dans les transports. Bon, quand on connaît les difficultés de recrutement actuelles, pas seulement d'ailleurs dans ce secteur de la sécurité, ça ne sera pas une mince affaire. Oui, il a la pression, Gérald Darmanin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la préparation des Jeux Olympiques occupe le tiers du temps du ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est ce qu'il dit en tout cas à ses interlocuteurs, même si ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. En tout, donc, on le rappelle, le ministre cherche 3000 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité lors de la compétition. Ça veut dire 30 000 mobilisés par jour et jusqu'à 45 000 lors des grands événements, dont bien sûr la cérémonie d'ouverture. Il a d'ailleurs déjà préparé un petit peu les esprits au fait que durant cet été-là, certains événements par ailleurs sportifs ou culturels pourraient être reportés ou annulés pour avoir suffisamment de forces de l'ordre qui soient vraiment pleinement mobilisées pour cet événement. Évidemment, on parle d'un événement en mondovision des milliards de téléspectateurs. Oui, c'est un défi immense pour le gouvernement en termes d'organisation, comme d'ailleurs pour la Coupe du Monde de rugby en septembre prochain. Et c'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si on a vu Emmanuel Macron lors de la Coupe du Monde de football qui n'a pas hésité à flatter, à féliciter le Qatar pour la bonne tenue de la compétition. Il devait penser lui-même à ce qu'il attendait parce que le compte à rebours a commencé et le président, on nous dit qu'il y pense vraiment du matin au soir, que pour lui c'est vraiment un grand moment de son quinquennat, qu'il veut en faire une espèce de couronnement, une opportunité de faire rayonner la France à l'international. Bien sûr, il met la pression à son gouvernement, à l'administration. Il veut que ça puisse être tout simplement mis à son crédit politique. Le chef de l'État, bien sûr, on l'a dit, il devra faire oublier le fiasco du Stade de France. C'est aussi un défi pour Gérald Darmanin, puisqu'il avait rejeté la faute sur les supporters anglais à l'époque, ces images désastreuses. Et d'ailleurs, c'est Didier Lallemand, dans son livre, l'ancien préfet de police de Paris, était en poste à l'époque, qui met en garde, puisqu'il dit « Pour le moment, j'observe que les JO se préparent comme la finale du Stade de France ». Donc Gérald Darmanin, c'est pas bon signe. C'est pas rassurant. Il jouera gros pour lui en cet été 2024. S'il est toujours en poste, il pourra à ce moment-là battre un record de longévité avec Raymond Marcellin, l'un de ses illustres anciens ministres de l'Intérieur. Et il s'est fixé comme objectif de franchir cette haie avec succès. Et il en a même fait un point de bascule dans son parcours politique. Allez, si on conclut, si on va un peu plus loin, on peut dire que dans la Macronie, tout le monde a coché 2024 dans l'agenda. Absolument, c'est en quelque sorte le top départ de la succession d'Emmanuel Macron, le début de l'acte final aussi de son quinquennat. Politiquement, il se murmure qu'il pourrait en profiter pour à ce moment-là déclencher par exemple une dissolution ou un référendum sur des réformes sociales ou sociétales. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui, il essaye de s'imposer comme présidentiable. On le voit, il avance ses pions et il se voit à la rentrée 2024, s'il réussit encore une fois cette étape, prendre du galon dans le dispositif, soit à un autre portefeuille important, soit à Matignon, mais aussi il pense au parti. Il a adhéré au RPR à 16 ans et il pourrait peut-être briguer la présidence du parti Renaissance, le parti du président, qui a fixé, comme par hasard, son congrès à ce moment-là, en 2024. Bon, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques autour de l'organisation de ces Jeux Olympiques, mais je voudrais revenir à la question centrale de notre débat, qui est la question de la sécurité. Et effectivement, Gaëtan Morin, je reviens vers vous sur ce fiasco du Stade de France. Si on sort du regard français, redites-nous, on l'a évoqué, mais quelles répercussions ça a eu à l'étranger et peut-être notamment dans le premier pays concerné, la Grande-Bretagne? Alors d'abord, il faut quand même se rappeler que
pour la Grande-Bretagne, c'est un traumatisme. Tous les accidents de foule, de masse comme ça, lors d'un match de foot, ils ont été assez traumatisés par ça dans le passé. Donc, finalement, c'est peut-être ce qui a sauvé le Stade de France d'un énorme incident. C'est-à-dire que malgré tout, même s'ils ont été bloqués au portique, les supporters n'ont donc pas pu rentrer dans le stade, alors même que certains avaient leurs billets dûment payés, et donc il y a eu un problème de billetterie. Au final, il n'y a pas eu de mouvement de foule, c'est-à-dire qu'ils sont restés calmes, alors même que certains d'entre eux étaient détroussés par des hordes de petits voyous qui sont venus de manière opportune à ce moment-là, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. En revanche, c'est-à-dire que des supporters d'autres clubs, d'autres pays auraient peut-être réagi beaucoup moins calmement que les Anglais, vous nous l'avez dit, parce qu'il y a eu plusieurs drames de supporters dans l'histoire du football anglais, liés notamment à des mouvements de foule incontrôlés. Exactement. Donc au moins, il y a cette résilience-là chez les supporters britanniques. Après, dans les jours et les semaines qui ont suivi, la France a fait la une de tous les tabloïds britanniques. Avec les témoignages en fait de ces supporters enfin franchement, faut les lire ces témoignages, parce qu'en plus le ministre à l'époque, donc Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, qui venaient d'être nommés et qui ont été auditionnés, je crois, au Sénat. Oui, bien sûr. Je crois d'ailleurs qu'on était là déjà tous les deux. En fait, ont maintenu le fait que la France n'y était pour rien, ce qui était inaudible. Les excuses sont venues beaucoup trop tardivement. C'était faux, surtout. Ouais, c'était incroyable. Et les excuses sont venues très tardivement, à minima, et donc n'ont pas été reçues. Donc effectivement, la France aujourd'hui part avec ce déficit d'image très fort. Et puis le Stade de France, il est quand même pas facile en fait en termes de circulation, parce qu'il y a cette espèce de tunnel dans lequel les supporters sont restés coincés. Donc il va falloir dépasser ça quand même. Alors peut-être, moi je vais essayer d'y voir une note positive, peut-être que finalement c'est le rappel qu'il fallait aussi au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police qui a changé de préfet de police. Maintenant, c'est Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police pour voir, pour réviser vraiment le dispositif sécuritaire. À condition d'en tirer les leçons. Je redonne la citation qui est quand même frappante de l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui a été beaucoup critiqué sur d'autres aspects de son mandat. Mais bref, il dit pour le moment, j'observe que les JO se préparent comme la finale au Stade de France. Est-ce que vous diriez, Général Liziouret, qu'il y a quand même eu des leçons, ou il y a des leçons qui sont en train d'être tirées forcément, on peut l'espérer? Oui, alors vu l'événement, effectivement, et son ampleur et ce retentissement, aujourd'hui, il y a une mobilisation générale du ministère de l'Intérieur, de l'ensemble des forces. Oui. Vous l'avez dit, le préfet Nunez est aux commandes, il a activé le dispositif. Je trouve d'ailleurs un peu étonnant que quelqu'un qui était aux commandes à ce moment-là vienne critiquer certains, comme s'il n'y était pour rien. Enfin, pardon, mais bon, ça c'était juste le petit... Après, il a un peu sauté là-dessus aussi. Oui, après, forcément un peu pour quelque chose. À un moment donné, en tout cas, c'était de sa responsabilité. Ça s'appelle se prévaloir de ses propres turpitudes. Bref, moi je dis ça, je dis rien. Mais alors, ceci étant, avec un peu de recul, vous dites quoi? Qu'est-ce qu'on sait, quelles erreurs, quelles leçons on peut tirer dans le cadre, encore une fois, de la sécurité des Jeux? Il y a eu un rapport qui a été commandé et remis par Michel Cadot, le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et aux grands événements, qui pointait un certain nombre d'éléments. Bon, les billets papier, un certain nombre de problèmes de flux, la grève du RER à ce moment-là avec une station fermée. Donc il y a un certain nombre de défauts conceptuels à ce moment-là. Il y a aussi un certain nombre de travaux qui sont actuellement menés sur le partage de l'information, sur le renseignement en amont. Ça, c'est un élément important, savoir effectivement quels sont les mouvements. Là, on parlait des jeunes qui venaient du département pour venir détrousser les Anglais. Bon, à un moment donné, si on met en place des outils de renseignement, si on met en place des outils, effectivement, ensuite de prise en compte, et c'est le cas pour les JO, il y a une organisation des services de renseignement, il y a une organisation des services de police, et singulièrement de la préfecture de police. Le préfet de police a une compétence élargie à l'occasion de ces JO, dans le cadre justement du projet de loi. Et c'est important d'avoir cette cohérence sur un écosystème, les JO se déroulant sur l'ensemble de la métropole, mais notamment très répartis dans la ville. L'homme clé, ce sera le préfet de police. L'homme clé, s'agissant de la plaque parisienne, c'est évidemment le préfet de police, s'agissant du reste du territoire, parce qu'il n'y a pas que les JO. Pendant les JO, la vie continue. Oui. Il y a beaucoup d'autres sites. Voilà, il y a d'autres sites dans plusieurs villes. Et il y a effectivement des événements, notamment culturels, vous l'avez évoqué, qui voudraient bien continuer. Oui.
Mathilde. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'était intéressant. Vous disiez, c'est intéressant ce qui est important, c'est de savoir qui fait quoi, notamment avec le comité olympique, les forces de l'ordre. Enfin voilà, il y a toute une chaîne de commandement en fait qui va devoir se coordonner. Absolument. Et là-dessus, la Cour des comptes qui a rendu son rapport la semaine dernière. Alors, je n'ai plus le texte exact, mais on parlait un petit peu d'une comitologie à resserrer. Alors, c'est dit gentiment. En clair, il faut arrêter de faire des réunions, il faut agir davantage. Il y a trop de chefs à plume. Voilà, à un moment donné, moi, c'est ma culture militaire. Il y a un chef, une mission, des moyens. L'avantage, c'est que là, on a beaucoup de chefs. Oui. Bon, de temps en temps, peut-être qu'une petite coordination serait intéressante et en tout cas... Voilà, à travailler. Oui, Mathieu Zagrodzki, toujours sur les leçons à tirer de ce qui s'est passé au Stade de France dans la perspective des Jeux Olympiques. J'en vois deux. Ouais. La première leçon, c'est effectivement sur la coordination et qui décide. Le Stade de France, ce qu'on a vu, c'est tout le monde qui se rejette les responsabilités. Le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, la SNCF, la RATP, le Stade de France. Les vidéos ont été perdues, c'est pas de notre faute. Enfin voilà, il y a eu cette espèce de ping-pong et qui, encore une fois, de l'extérieur, puisqu'on parlait des Anglais, a été perçu de façon cataclysmique. A été vraiment eu des répercussions terribles sur l'image de la France. Mais encore une fois, le cœur du problème, c'est l'organisation et les répercussions sur les supporters anglais eux-mêmes. Et donc sur les gens qui assisteront au JO. Donc c'est avoir une vraie coordination et comme ça vient d'être dit par le général, un vrai décideur. Ensuite, il y a la question de la gestion des flux. Au fond, le problème du Stade de France, c'est quoi ? C'est une question de gestion des flux. C'est que le flux qui aurait dû arriver par plusieurs lignes, et notamment le RERB, le RERD, s'est reporté intégralement sur le RERD. Ouais. À la sortie du RERD, il y avait un défaut d'information des supporters anglais. C'est qu'on les a tous envoyés vers, on va dire, où ils sont tous allés naturellement, ils ont suivi les flèches, c'est-à-dire le cheminement habituel, qui n'est pas dimensionné pour cette masse de personnes, alors qu'en faisant un trajet de contournement, ils auraient pu arriver par l'entrée principale, enfin par les... On les a pas guidés pour arriver Exactement, là. On les a pas guidés. Alors on va pas refaire l'histoire du Stade de France, qui est passionnante, mais puis en plus il y a l'autoroute A1 qui est juste à côté, Exactement. Donc il y avait un danger potentiel. Il y avait un danger potentiel, mais là où je veux en venir, c'est que pour ces Jeux Olympiques, pour éviter ce genre de problème, eh bien il faut des gens sur le terrain, il faut des stadiers, il faut des gens qui parlent plusieurs langues, des bénévoles, voilà, ou même des gens de la sécurité privée qui vont en fait orienter les spectateurs. Parce qu'en réalité, ce problème du Stade de France, il porte cette leçon-là, c'est qu'on peut prévenir des problèmes en amont si on guide correctement les flux. Alors justement, tiens, là-dessus, on va reprendre le rapport de la Cour des comptes et écouter son premier président, Pierre Moscovici, justement sur la question du recrutement. La Cour a alerté sur ce point dès le printemps dernier. Elle a pris note des dispositions mises en œuvre, tant par l'État que par le COJOP et par la branche de sécurité privée pour tenter de remédier à la difficulté structurelle ou aux difficultés structurelles de cette branche en France. Mais nous estimons prudent, là encore c'est pas un scénario noir, mais c'est un scénario quand même qui nous paraît très probable, de prévoir des scénarios d'adaptation en cas de carence partielle. Et nous nous y attendons, pour le dire plutôt franchement, et le précédent des Jeux Olympiques de Londres oblige en vérité à s'y préparer. Et la Cour a recommandé de faire monter en charge les réserves opérationnelles de la police nationale et de la gendarmerie, mais aussi d'anticiper les conditions de mobilité d'appels éventuels aux forces armées. Alors, Richard, les réserves opérationnelles de la gendarmerie et de la police, c'est quoi ? Alors, les réserves opérationnelles de la gendarmerie nationale, c'est 30 000 personnels, et la police, je pense qu'on est autour de 10 000. Ceci étant, je rappelle qu'on est en été, donc un réserviste, c'est pas quelqu'un qui est tenu de répondre à une convocation. En fait, il répond s'il a envie de répondre. Ensuite, quand on déplace des réservistes, il faut savoir les loger, il faut savoir les nourrir. Il y a une logistique derrière. Donc ça s'anticipe. Sur la plaque parisienne. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a déjà la suppression des congés pour les policiers et les gendarmes. Donc bon, déjà, il y a montée en puissance. La sécurité privée, c'est pas une nouveauté. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils alertent sur l'impossibilité qui est la leur. C'est même plus une hypothèse, c'est une impossibilité qu'ils ont communiquée, dont ils ont fait part au gouvernement. Et donc, on sait très bien que les forces armées, les armées, en fait, seront engagées. Très clairement, il ne faut pas partir du principe que ça n'arrivera pas. Ça arrivera. La question, c'est de s'organiser. La difficulté, c'est qu'on a effectivement des sites déconcentrés. On en a Bordeaux, on a un certain nombre de sites.
Mais la plaque parisienne, c'est elle qui concentre à peu près 80% des événements. Et donc, il va falloir trouver des hébergements et mettre en place une logistique, alors même qu'il y a des athlètes, alors même qu'il y a des délégations, alors même qu'il y a des touristes. Donc le sujet, aujourd'hui, il est aussi logistique, il est aussi dans la planification. La planification, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'attendra pas. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait dans les clous. Dans le calendrier, dans le rétro-planning, on est peut-être un peu en retard. En tout cas, si on lit la Cour des comptes, on a quelques petits sujets de logistique, de signature de contrat. Enfin bon, c'est clairement exprimé. Donc là, à un moment donné, la logistique, c'est celle qui tient l'efficacité. Quelqu'un disait la logistique suivra, c'est faux, c'est totalement faux. C'est la logistique qui permettra à l'événement de se dérouler dans de bonnes conditions. Si on fait un focus, Gaëtan Morin, sur la question des sociétés de sécurité privées, on peut dire les vigiles pour simplifier, cette pénurie de vigiles, elle existe effectivement déjà, notamment les clubs de football professionnels, ils sont confrontés à ça depuis plusieurs mois. Tout à fait, elle existe déjà. Alors juste, Paris 2024 a compris, en tout cas, qu'il y avait un problème sécuritaire auprès des sociétés privées, puisqu'elles ont alerté. Ils ont fait 2 choses par rapport à ça. La première, c'est qu'ils ont augmenté leur budget. Il est passé à 320 millions d'euros pour la sécurité, de manière justement à être plus attractif en termes de rémunération. Ça ne suffira pas. La deuxième chose, c'est qu'ils envisagent d'autres moyens. On a parlé de la réserve. Il y a aussi la réserve, entre guillemets, des écoles de police et de gendarmerie qui pourraient du coup contribuer à l'effort, j'allais dire l'effort de guerre, mais c'est presque ça. Et il faut quand même revenir une seconde sur ce qu'a évoqué Pierre Moscovici, c'est le précédent de Londres. Le précédent de Londres, 2 semaines avant les Jeux 2012, la société privée qui avait raflé l'appel d'offres a dit qu'elle n'était pas en mesure de fournir les agents de sécurité promis. Ils n'avaient pas réussi à recruter suffisamment, c'est ça. Et donc l'armée a dû pallier à ça. Même pas la moitié des effectifs prévus. Ils étaient censés fournir 10 000 personnes. C'est la société G4S qui est l'un des géants mondiaux de la sécurité privée. Ils devaient fournir 10 000 agents et je crois une quinzaine de jours avant les Jeux, ils disent on n'en a que 4 500. Et donc en fait les Britanniques ont dû faire appel à l'armée pour compenser ce manque. Dans l'urgence. Donc d'où l'importance d'anticiper. Il y a une question d'attractivité des métiers, Mathieu Zagrodzki. Alors là aussi, est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas. Mais comment redonner envie de devenir agent de sécurité, peut-être à l'occasion d'un événement comme les Jeux Olympiques? Ça peut être un argument d'ailleurs. Oui, ça peut l'être. C'est compliqué. Alors il y a la question salariale qui est essentielle. Ce sont des métiers relativement peu qualifiés, enfin qui sont qualifiés mais mal payés, souvent au SMIC horaire, avec en fait beaucoup de très petites entreprises qui ont des marges très très faibles. Donc c'est compliqué en fait aujourd'hui d'attirer, et il y a eu une déperdition au moment du Covid. C'est-à-dire que au moment du Covid, vous avez mentionné les clubs de football professionnels qui sont effectivement en première ligne face à cette problématique. Covid, vous avez l'arrêt des compétitions, puis la reprise des compétitions qui se déroule pendant à peu près une saison entière à huis clos. Donc en fait, il y a besoin de plus du tout ou très très peu. Ou très très peu, et beaucoup se retrouvent en chômage partiel et en fait se reconvertissent soit dans d'autres branches de la sécurité privée, parce qu'il y a d'autres besoins. Il faut contrôler les passes sanitaires à l'entrée des marchés de Noël. Et c'est un peu moins pénible que de travailler sur un stade de football à 21h un samedi. D'autres se reconvertissent dans des métiers connexes. Moi, je connais par exemple des cas de gens qui sont devenus médiateurs pour des municipalités. Voilà. Et donc, là, la question, c'est recréer l'attractivité, vous l'avez dit. Alors il y a la question des salaires, il y a Gérald Darmanin qui avait émis l'idée de faciliter l'accès à la profession, par exemple de délivrer des accréditations temporaires pour des étudiants, par exemple, qui voudraient faire ça en job d'été. Alors, par ailleurs, il y a aussi un changement réglementaire, je crois, qui est qu'il faut justifier d'un permis de séjour de 5 ans. Absolument. Absolument. Et ça aussi, ça a changé un peu la donne. Absolument, ça change la donne parce que, encore une fois, ça attire plutôt des gens précaires, relativement peu qualifiés, et donc souvent des gens qui sont d'immigration relativement récente. D'accord, et qui sont arrivés en France peu de temps auparavant. Ça veut dire qu'il va falloir mobiliser l'armée. Oui, très clairement. C'est déjà sûr. Mais combien? C'est-à-dire là aussi, la capacité de mobilisation de l'armée française en hommes à l'occasion d'un événement comme celui-là, alors je sais qu'on est un peu moins présent, notamment dans les pays d'Afrique, mais bon, est-ce que c'est une vrae question, ça? C'est un vrai sujet, puisque les armées sont déjà impliquées dans l'opération Sentinelle au quotidien. Vous avez plusieurs milliers, ça varie de 7 à 10 000. Aujourd'hui, on est sur un seuil bas, mais donc il y a déjà un certain nombre de camarades des armées qui sont impliqués dans la sécurité publique. Vous avez les opérations extérieures. Alors effectivement, il y a moins de monde en Afrique, mais enfin bon, ça reste là pour le coup vraiment à la marge. Après, l'évaluation est compliquée à faire parce qu'effectivement, il faudra avoir l'équation à la fin
Accessoirement, certains moyens technologiques, on en parlera certainement, on y vient, permettront de diminuer le besoin en force humaine. Et c'est ça qui est intéressant dans la technologie, c'est qu'elle permet aussi de gagner des effectifs. Et alors, s'agissant des effectifs, le mauvais côté, si je puis dire, de l'histoire, c'est aussi les bénévoles dont on a besoin. On a besoin de 35 à 40 000 bénévoles qui, pour le coup, ne pourront pas aller dans les fonctions de sécurité. Donc on a finalement un espace de recrutement assez périmétré, assez limité, et là-dedans, on va l'assécher avec des bénévoles. Donc, du coup, resteront effectivement un certain nombre de gens. La sécurité privée étant déjà engagée par ailleurs dans des contrats de long terme. Quelqu'un préférera rester, je parle du chef d'entreprise, préférera rester sur ses contrats annuels plutôt que de prendre un contrat de 4 mois. Il ne prendra pas le risque de casser un contrat pour 2 mois aux Jeux Olympiques. Pour recruter des gens dont il sait qu'il va être obligé de les licencier 4 mois après. C'est quand même une équation économique extrêmement difficile. Un chiffre pour ouvrir notre dernier chapitre, donc consacré effectivement aux moyens technologiques, aux caméras de vidéosurveillance, à la question de la reconnaissance faciale. Ce chiffre, c'est 13 millions de spectateurs venus d'un peu partout dans le monde qui sont attendus en France à l'occasion de ces Jeux Olympiques. La plupart d'ailleurs, on aurait pu faire un chapitre transport, mais on ne peut pas tout dire dans ce débat, même si on a du temps. Ils vont utiliser toujours des transports en commun dans lesquels les usagers seront peut-être aussi là, même si on est au cœur de l'été. Bref, ça c'est un autre thème, on y viendra sûrement. Mais il va bien falloir la surveiller, évidemment, cette foule. Et là, Quentin Calmet peut nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Il y a la question, Quentin, de la reconnaissance faciale. Et on voit monter un débat ou peut-être même une polémique sur le recours à la reconnaissance faciale. Voilà, notamment à l'occasion de l'examen du projet de loi sur les Jeux Olympiques qui a commencé cet après-midi au Sénat, tout à fait. Pour être précis, le texte actuellement débattu dans l'hémicycle permet d'autoriser la mise en place de caméras dites augmentées, qu'elles soient statiques ou sur des drones. Concrètement, des programmes informatiques vont permettre de repérer des mouvements de foule ou des comportements douteux. Ensuite, les images seront transmises à la police et donc, beaucoup y tenaient, il y a toujours une intervention humaine à la clé. Ces algorithmes ne pourront pas utiliser la reconnaissance faciale, ni même le croisement avec d'autres fichiers, par exemple des fichiers de personnes recherchées, par exemple, et ce, aux grandes dames d'un sénateur qu'on a interrogé cet après-midi, il s'appelle Marc-Philippe Daubresse. Lui, il aurait aimé légiférer tout de suite dans ce sens, même s'il est conscient qu'il s'agit bien d'un débat de société, ce sont ses mots. Écoutez quand on l'a rencontré cet après-midi. J'ai été maire pendant 30 ans. L'acte le plus traumatisant pour moi, c'est que je suis allé annoncer à une famille qu'elle venait de perdre son fils assassiné au Bataclan, 27 ans, son fils. Je souhaite de tout mon cœur qu'il n'y ait pas d'attentat. Mais si, alors qu'on avait les moyens, en préservant les libertés, de donner à la police plus d'outils pour prévenir tout risque terroriste, si malheureusement, tragiquement, il y en a, on portera une lourde responsabilité. Voilà, très solennel, Marc-Philippe Daubresse. Mais il donne un exemple. Sur les 3 années précédant les JO, 240 personnes condamnées pour actes terroristes auront été libérées, alors qu'il dit que le procureur national antiterroriste a alerté contre le fort risque de récidive de ces anciens détenus. Alors, pourquoi ne pas avoir ajouté la reconnaissance faciale ? Eh bien, le sujet, Thomas, est bien trop polémique. L'opinion publique rejette massivement cette reconnaissance faciale. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a déjà parlé de tournant rien qu'avec les mesures que je vous donnais au début de cette chronique. Et donc, il faut un débat posé, à part sur le sujet, estiment les sénateurs, dans un contexte apaisé. Écoutez un autre sénateur, il est centriste, s'appelle Loïc Hervé et il est membre de la CNIL. Écoutez-le. La question de la reconnaissance faciale dans notre pays doit se faire au terme d'un débat nourri, où il faut encore une fois peser, mais lourdement, les conséquences que ça peut avoir sur notre vie quotidienne et sur l'exercice de nos libertés publiques. Une fois que l'outil sera dans le droit, on sait très bien qu'on ira vers d'autres utilisations. Je prends un exemple. On peut nous dire, tiens, utilisons la reconnaissance faciale pour réguler les interdits de stade. Oui, mais si nous faisons ça, demain, une police municipale nous demandera la reconnaissance faciale pour verbaliser automatiquement des personnes qui ont jeté un papier gras dans la rue. Voilà, ça fait réagir sur votre plateau, Thomas. Le sénateur qui parle de bascule majeure que représenterait le fait de doter des caméras de surveillance de logiciels de reconnaissance faciale. Le Sénat pourrait revenir, cela dit, sur ce débat très bientôt, puisque Marc-Philippe Daubresse entend bien poser une proposition de loi sur ce sujet, et elle sera prête le mois prochain, a-t-il dit. Merci Quentin. Général Lizuret, vous réagissiez effectivement à cette chronique et notamment
cette polémique sur la reconnaissance faciale. Vous dites quoi? Vous dites qu'il faut se doter de tous les outils possibles avant cette échéance? Alors, moi je considère que l'objectif, c'est la sécurité des citoyens, qu'ils soient spectateurs, participants ou autres. Pour ça, il faut mettre en place tous les dispositifs et utiliser tous les moyens. Évidemment, la reconnaissance faciale indiscriminée, indifférenciée, on reconnaît tout le monde. Je suis, à titre personnel, contre. Ça ne me paraît d'ailleurs pas utile. Après, quand j'entends les choses caricaturales sur le thème, si on fait ça, la police municipale va demander à... Enfin, faut être sérieux, les gens sont responsables. En revanche, 240 personnes qui présentent un risque de récidive terroriste quasi avéré, puisque c'est quand même un magistrat qui le dit, je pense qu'il ne serait pas complètement incohérent de les rentrer dans une base. Des fichiers, on en a. On a des fichiers d'atteinte sexuelle, on a des fichiers de gens violents, on a des gens qui ont des bracelets électroniques, on a déjà des dispositifs. Pourquoi ne pourrait-on pas rentrer ces gens, sur décision judiciaire, dans une base qui nous permette de dire, tiens, attention, monsieur un tel, convaincu d'actes terroristes et condamné pour ça, il est présent autour du Stade de France. Mais pour ça, il faut un système de reconnaissance faciale. Il faut un système d'identification faciale. La reconnaissance faciale, c'est une espèce de totem. On met tout dedans. La reconnaissance faciale, pour moi, c'est quelque chose qui est indiscriminé. C'est-à-dire, on met une caméra dans la rue, on reconnaît tout le monde. Ouais. Moi, je reste persuadé qu'on met en place la technologie nécessaire pour n'identifier que les gens qui existent dans un fichier. C'est ce qu'on appelle l'identification faciale. Quand vous passez à l'aéroport, vous avez le SASPARAF. C'est quoi? C'est de l'identification faciale. Oui. Vous êtes bien dans une base. Ça ne marche pas à chaque fois. Alors, je suis d'accord avec vous, ça ne marche pas. Mais on a un certain... Vous avez des gens, sur leur téléphone, ils ont une reconnaissance faciale, pour le coup. Bon. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui est volontaire, qui doit être encadré. Utilisons-le d'une façon Utilisons de manière discriminée. Ce que vous dites, c'est qu'on pourrait mettre en place ce genre d'outils ponctuellement pour des grands événements, parce qu'en fait, je pense que le politique se dit que ça crée forcément un précédent. C'est effectivement la critique qui est exprimée. Hein. Ça sera voté là et on s'en servira pendant des années. On est quand même sur un événement planétaire, on l'a dit, sur une menace potentiellement majeure. À un moment donné, prenons les moyens. Effectivement, là, je suis d'accord avec le sénateur. Si ça arrive, on dira pourquoi nous n'avons pas fait. Alors, il nous reste 2 minutes, donc je voudrais vous entendre l'un et l'autre là-dessus. Peut-être Mathieu Zagrodzki pour commencer. Il faut y aller jusque-là, l'identification faciale, ces outils-là, pendant les Jeux Olympiques, ou est-ce qu'on peut s'en passer? Je suis dubitatif, pas tant d'un point de vue philosophique. Enfin, la question philosophique des libertés, elle est essentielle. Personnellement, je me situe plus sur le calcul, le coût-avantage. 2 exemples. La police de San Francisco s'en est servie pendant 7 ans et a abandonné la reconnaissance faciale. C'est pas assez fiable, ça leur a servi à rien. On l'a déployé sur la finale de la Ligue des Champions 2018 à Cardiff. Il y a eu, je me souviens plus de la proportion, il y a eu un nombre de faux, soit de faux positifs qui étaient très significatifs. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui... Donc ça pourrait presque faire perdre du temps. C'est exactement ça. Ça pourrait faire perdre du temps, d'autant plus à une époque où on nous parle de dépenses publiques, de déficit. Est-ce que engloutir des millions dans une technologie qui est pas totalement fiable aujourd'hui, je suis pas totalement convaincu. Ça peut avoir un intérêt pour les organisateurs d'événements, enfin en tout cas ce qu'ils mettent en avant, en termes de fluidification. Voilà, c'est que... Un mot de conclusion, Gaëtan Morin. Est-ce que voilà, vous baignez à la fois dans le milieu sportif et politique. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens inquiets quand vous parlez des Jeux Olympiques? Concernant les Jeux, oui. Alors, de toute façon, on est souvent inquiet en France. Mais effectivement, là, on est à un an et demi de l'événement. Et en termes de sécurité, en termes de transport en commun, on n'y est pas encore. Oui, la question des transports, effectivement. Mais on a encore un peu de temps devant nous. Hein. Ce sera certainement l'objet d'un débat transport et Jeux Olympiques. Tiens, je le note dans un coin parce qu'il promet d'être passionnant. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Ce soir, je me souviens du nom de l'émission, ça tombe bien. Prochain rendez-vous, c'est sur notre antenne. Prochain rendez-vous politique, Oriane Mancini reçoit Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen. Évidemment, hier, elle avait oublié fort et Nicolas Mayer-Rossignol qui conteste toujours les résultats du vote interne au PS. Merci.